Le soleil matinal illuminait le jardin du presbytère avec cette lumière particulière de l'automne anglais. Dorée, oblique, déjà teintée de la mélancolie des jours qui raccourcissent. Miss Marple interrompit son désherbage pour observer un papillon se poser sur les dernières roses en fleurs, ouvrant et fermant ses ailes, avec une précision mécanique. C'est alors que Madame Dane Caltrop franchit le portail du jardin, se déplaçant avec une urgence inhabituelle, le visage rouge. « Jane, dit-elle sans préambule, Vivienne Ashford n'a pas été vue depuis hier après-midi. Son mari vient d'appeler la police. » Les mains de Miss Marple s'immobilisèrent parmi les tiges de roses. Le papillon s'envola, tache orange sur fond bleu. « C'est très étrange, » dit-elle doucement. Elle semblait en pleine forme samedi à l'exposition florale. « Plus que ça, » dit Madame Dane Caltrop en s'installant sans y être invitée sur le banc du jardin. Elle a remporté le premier prix pour ses dahlias. Vous vous souvenez, ces extraordinaires dahlias violets. Elle était absolument radieuse. Roland avait l'air plutôt fier, même s'il n'est pas du genre démonstratif. Miss Marple s'en souvenait. Elle se souvenait aussi de la façon dont Vivienne Ashford s'était tenue à côté de la table des prix, touchant les fleurs de dahlia avec une tendresse curieuse, comme si elle leur disait au revoir. À l'époque, Miss Marple avait attribué cela à la sensibilité excessive que certaines femmes apportaient à leur jardinage. Maintenant, elle se posait des questions. « Quand a-t-elle été vue pour la dernière fois ?» demanda Miss Marple en retirant ses gants de jardinage. « Hier après-midi, vers 3 heures, elle a dit à Roland qu'elle allait se promener juste au village, a-t-elle dit. Elle le faisait assez souvent ces derniers temps, depuis qu'ils avaient emménagé ici au printemps. Elle disait aux gens qu'elle apprenait à connaître les chemins locaux. Elle apprenait à connaître la campagne. » La voix de Madame Dane Caltrop trahissait une certaine inquiétude. Elle n'est jamais revenue pour le thé. Roland a téléphoné dans tout le village à 8 heures, puis s'est rendu au poste de police de Much Benham à 9 heures. L'inspecteur Craddock est arrivé ce matin. Miss Marple se releva de son genouillère, avec la précision que son âge exigeait. « La deuxième, Madame Ashford, » murmura-t-elle. « Mariée depuis 5 mois. Si peu de temps pour connaître un endroit. Si peu de temps pour en disparaître. » Ils marchèrent ensemble vers la rue principale, où le village commençait à s'agiter avec l'électricité particulière d'une catastrophe. Madame Dane Caltrop, qui possédait à la fois de la gentillesse et une compréhension peu sentimentale de la nature humaine, dit « Vous pensez à la première Madame Ashford ?»« Je pense, » répondit Miss Marple, « que les schémas se répètent de la manière la plus curieuse. » Roland Ashford était un homme de 52 ans qui avait bien vieilli. Grand, distingué, avec des cheveux gris acier et un visage qui suggérait la fiabilité plutôt que la passion. Il était arrivé à St. Mary Mead 6 ans auparavant, veuf, louant le vieux manoir, et y avait vécu tranquillement, travaillant sur ce qu'il décrivait comme ses mémoires d'une carrière diplomatique. Sa première femme, Eleanor, était morte dans un accident de voiture en France. Du moins, c'est ce que tout le monde avait compris. Après 3 ans d'existence solitaire, il était revenu en avril dernier d'un séjour d'1 mois à Londres avec une épouse, Vivienne, 38 ans, brune, d'une beauté intense, avec une énergie nerveuse qui faisait battre ses mains lorsqu'elle parlait. Ce mariage avait suscité un intérêt considérable. Madame Price Ridley avait déclaré qu'il s'agissait d'une précipitation inconvenante. Mademoiselle Hartnell avait rétorqué qu'un homme de l'âge de M. Ashford savait ce qu'il voulait. Le consensus général, atteint au cours d'innombrables thés, était que Vivienne était parfaitement agréable, mais plutôt difficile à cerner. « Artistique », disait-il, avec cette intonation particulière qui signifiait quelque chose de pas tout à fait fiable. Miss Marple arriva au Old Manor House et trouva la voiture de l'inspecteur Craddock dans l'allée. L'inspecteur, un homme compétent d'une 40aine d'années que Miss Marple avait aidé dans des affaires précédentes,
la salua d'un signe de tête qui reconnaissait à la fois sa présence et son utilité probable. « Miss Marple, dit-il, je pensais que vous viendriez. »« J'ai appris la nouvelle par Madame Dane Caltrop, » répondit Miss Marple. « Le pauvre Monsieur Ashford doit être très bouleversé. »« Il est calme, » répondit Craddock, avec la prudence habituelle des policiers lorsqu'ils décrivent les émotions. « Entrez, si vous le souhaitez. » Je m'apprête à lui parler à nouveau. Le salon du vieux manoir était élégant, mais impersonnel. De beaux meubles, des tissus coûteux, mais rien qui ne reflète un goût particulier. La touche personnelle de Vivienne n'était visible que dans de petits détails. Un vase contenant ses dahlias primés, désormais légèrement fanées. Une aquarelle posée sur la cheminée, sans cadre. Un châle en soie drapé sur une chaise, d'un rouge profond qui semblait trop vif pour cette pièce aux couleurs sobres. Roland Ashford se tenait près de la fenêtre, regardant vers le jardin. Il se retourna lorsqu'ils entrèrent, et Miss Marple remarqua le contrôle minutieux de son visage, celui qui vient d'une longue pratique dans les cercles diplomatiques. « Inspecteur, dit-il, et Miss Marple, merci beaucoup d'être venu. »« Je suis vraiment désolé, Monsieur Ashford, » dit Miss Marple. « Cela doit être terriblement inquiétant pour vous. »« Je ne comprends pas, » dit Ashford, et pour la première fois, son sang-froid se fissura légèrement. Vivienne n'est pas une personne impulsive. Elle ne partirait pas comme ça, sans rien dire. Il a dû se passer quelque chose. « Vous avez dit qu'elle était sortie hier après-midi, » précisa Craddock. « Vers 3 heures ? » ?»« Oui. Elle a dit qu'elle voulait aller au village. Elle était plutôt agitée toute la matinée. Elle travaillait sur son tableau, puis l'abandonnait, puis recommençait. Elle avait un atelier dans la pièce à l'est. Elle a dit que l'air frais lui ferait du bien. Je travaillais dans la bibliothèque et je n'ai presque pas remarqué son départ. Je pensais qu'elle serait de retour dans 1 heure ou 2. Sa voix se fit plus tendue. Comme elle n'était pas revenue à 6 heures, j'ai commencé à m'inquiéter. À 8 heures, j'étais affolé. A-t-elle pris quelque chose avec elle? Un sac à main? Son petit sac à main marron, rien d'autre, pas de manteau, alors que la soirée était fraîche. Ses vêtements sont tous dans son armoire. Ses bijoux. Il fit un geste vers l'escalier. Tout est ici. Ses affaires de peinture? Demanda doucement Miss Marple. Ashford la regarda avec une expression curieuse. Oui, tout est là. Les pinceaux sont mis à sécher. Elle travaillait sur un paysage, la vue depuis le jardin vers la prairie. Inachevé. Craddock prit note. Avait-elle semblé troublée ces derniers temps? Anxieuse? Pas plus que d'habitude. Vivienne est une personne sensible. Elle ressentait les choses profondément. Mais elle était heureuse ici, je crois. Elle aimait la campagne. Elle parlait de planter des bulbes pour le printemps. Son visage se crispa. Pour le printemps? Et votre relation? Elle était parfaitement cordiale. Nous nous sommes mariés rapidement, je sais. Les gens ont parlé. Mais quand on atteint un certain âge, on sait ce qu'on veut. Vivienne me comprenait. Nous étions complices. Il fit une pause. Je l'aimais beaucoup. Miss Marple remarqua le passé et vit qu'Ashford l'avait remarqué aussi. Il ferma brièvement les yeux. « Monsieur Ashford ?» dit Craddock. « Je dois vous poser une question. Votre première femme est morte dans un accident de voiture en France. Pouvez-vous me raconter les circonstances ?» L'atmosphère dans la pièce changea, devint tendue. Le visage d'Ashford se durcit. Éléanore et moi étions en voyage en Provence. Nous étions mariés depuis 20 ans. Nous avons eu une dispute, quelque chose de trivial. Je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait. Et Éléanore a pris la voiture pour se rendre au village voisin afin de se calmer. La route était étroite et sinueuse. Il n'y avait aucun témoin. Elle a fait une sortie de route dans un virage en épingle à cheveux. La voiture a pris feu. Sa voix
était monocorde. Il récitait les faits. J'ai identifié son corps grâce à ses bijoux. La police française a mené une enquête approfondie. C'était un accident. J'en suis sûr, dit Craddock, mais vous comprenez que je doive vous poser la question. Je comprends que la disparition ou la mort de deux épouses puisse paraître suspecte, dit Ashford avec une précision amère. Je vous assure, inspecteur, que j'aimais Eleanor. J'ai appris à aimer profondément Vivienne. Si quelque chose lui est arrivé. Il s'interrompit, incapable de continuer. Ils le laissèrent là, encadré par la fenêtre, figure d'une dignité soigneusement entretenue, au bord de l'effondrement. Dehors, Craddock dit « Qu'en pensez-vous » ? « Je pense, » répondit Miss Marple, « que c'est un tout petit village et que Vivienne Ashford était une étrangère qui est devenue très rapidement une épouse. Quelqu'un a forcément dû la voir hier. Il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose. » À midi, le village s'était transformé en une machine à ragots efficace, traitant chaque information à travers de multiples circuits de thé et de spéculation. Miss Marple, faisant sa tournée habituelle, recueillait les impressions comme un botaniste recueillant des spécimens. À la boulangerie, Madame Jamieson rapporta que Vivienne était venue mercredi pour commander un gâteau spécial. Pour vendredi, avait-elle dit, une petite fête. Lorsqu'on lui a demandé des précisions, elle a souri mystérieusement et a refusé d'en dire plus. Madame Jamieson a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un anniversaire privé. Mais vendredi, c'est aujourd'hui, a déclaré Madame Jamieson en se tordant les mains couvertes de farine. Le gâteau est toujours là, personne n'est venu le chercher. Ganache au chocolat fourré à la framboise, son préféré. À la poste, M. Potter a révélé que Vivienne avait posté une lettre mardi après-midi. Adressée à Londres, avait-il dit en ajustant ses lunettes. C'est drôle, elle a écrit « personnel et confidentiel » sur l'enveloppe. Une enveloppe épaisse, en plus. On aurait dit qu'elle contenait des photos ou quelque chose comme ça. Je l'ai remarqué parce qu'elle semblait nerveuse en la postant. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule. Dans le cimetière, où Miss Marple s'était arrêtée pour rafraîchir les fleurs sur la tombe familiale, elle avait croisé le docteur Haydock qui faisait sa promenade quotidienne. Le médecin, qui avait soigné les deux Ashford, était comme à son habitude très direct. « Cette femme était tendue comme un ressort, » dit-il. « Elle est venue me voir il y a 3 semaines pour se plaindre d'insomnie et de maux de tête. Je lui ai demandé si quelque chose la tracassait. Elle a répondu que non, mais elle avait ce regard. Vous voyez ce que je veux dire, Jane, le regard de quelqu'un qui cache un secret. Je lui ai prescrit des sédatifs légers. Elle n'est jamais allée les chercher à la pharmacie. » « Avait-elle l'air effrayée ?» demanda Miss Marple. « Plutôt déterminée. Il y a une différence. La peur fait reculer les gens. Elle se préparait à quelque chose. L'information, la plus intéressante, vint de la jeune Lucy Aylesborough, la compagne de la sœur âgée du colonel Bantry, que Miss Marple rencontra à l'épicerie du village. Lucy, une jeune fille sensée et observatrice, promenait le chien de son employeur le long du sentier menant à Farley Woods hier après-midi. « J'ai vu Madame Ashford », dit Lucy en choisissant soigneusement des pommes. Vers 3h30. Elle se tenait près de l'échalier où le sentier bifurque. Un chemin mène à la forêt, l'autre à l'ancienne carrière. Elle semblait attendre quelqu'un. Elle regardait sans cesse sa montre. « Lui avez-vous parlé ?» Je lui ai dit bonjour. Elle a semblé surprise, comme si elle ne m'avait pas entendu arriver. Elle m'a répondu, mais ne s'est pas arrêtée pour discuter. Elle semblait préoccupée. J'ai continué mon chemin avec Rex, et quand j'ai regardé en arrière quelques minutes plus tard, elle avait disparu. J'ai supposé qu'elle avait pris l'un des chemins. Quel chemin a-t-elle pris ? Lucy fronça les sourcils. Je ne peux pas le dire avec certitude. Le chemin bifurque et des arbres bloquent la vue. Mais elle hésita. J'ai eu l'impression qu'elle allait retrouver quelqu'un,
Il y avait quelque chose dans son attitude, de l'anticipation, peut-être, ou de l'appréhension. Miss Marple la remercia et poursuivit sa ronde, l'air pensif. Au presbytère, où elle rejoignit Madame Dane Caltrop pour le déjeuner, elle trouva le révérend Clément Dane Caltrop inhabituellement agité. Roland Ashford était marguillier lorsque nous sommes arrivés ici, dit-il en poussant les haricots dans son assiette. Fiable, généreux avec le fonds de restauration. Mais après avoir épousé Vivienne, il a cessé de venir aux offices. Elle est venue 1 ou 2 fois, seule. J'ai eu l'impression qu'elle était, à la recherche de quelque chose. Un réconfort spirituel, peut-être. Je me suis rendu au manoir pour les inviter tous les deux au souper de la moisson. Ashford a été poli mais ferme. Il a dit que sa femme n'était pas en état de recevoir. Elle était dans la maison. J'entendais quelqu'un bouger à l'étage. Mais elle n'est pas descendue. « C'était quand ?» demanda Miss Marple. « Il y a 3 semaines, mi-septembre, au moment où Vivienne avait vu le docteur Haydock. »« La même semaine, » calcula Miss Marple, où Vivienne avait commencé à se rendre fréquemment au village. Cet après-midi-là, une autre visiteuse se présenta au cottage de Miss Marple, Amanda Pritchard, qui vivait dans l'un des cottages rénovés près du manoir. Amanda avait 35 ans, elle était séduisante, soignée et travaillait comme secrétaire à Much Benham. Elle avait toujours vécu à St. Mary Mead. Miss Marple avait également remarqué qu'elle accordait une attention particulière à son apparence chaque fois que Roland Ashford était mentionné. « J'ai senti que je devais en parler à quelqu'un, » dit Amanda, perchée sur le bord du canapé en chintz, les mains crispées. « J'ai vu Vivienne mercredi soir. Elle était dans le jardin du manoir, près de la limite avec nos cottages. Il faisait nuit, il était environ 8 heures. Elle brûlait quelque chose dans l'incinérateur. Des papiers, je crois. Elle pleurait. »« Elle pleurait ?» Miss Marple versa le thé d'une main assurée. Désespérément. J'ai failli m'approcher, mais Roland est sorti et a passé son bras autour d'elle. Il l'a raccompagnée à l'intérieur. Je l'ai entendu dire « Tout va bien, chérie, tout va s'arranger ». La voix d'Amanda trahissait une tension particulière. Il était très tendre avec elle. « Vous connaissiez M. Ashford avant son 2e mariage ?» demanda gentiment Miss Marple. Amanda rougit. « Nous étions amis. Après la mort d'Eleanor, je lui ai offert mon soutien. Nous avons pris le thé ensemble à plusieurs reprises. Il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Je pensais... » Elle s'interrompit. Puis il est parti à Londres et est revenu avec Vivienne. J'étais heureuse pour lui, bien sûr. « Bien sûr, » murmura Miss Marple. « Mais elle ne lui convenait pas, » continua Amanda, les mots sortant maintenant à toute vitesse. Elle était trop jeune, trop agitée. Elle ne le comprenait pas comme quelqu'un qui le connaissait depuis plus longtemps aurait pu le faire. Et elle était secrète. Elle lui cachait des choses, j'en suis sûr. Après le départ d'Amanda, Miss Marple resta assise un moment dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter bougeant avec une régularité mécanique. Une image se formait, même si ses contours restaient flous. Vivienne Ashford, artistique, sensible, secrète, nouvellement mariée à un homme de 20 ans, son aîné. Une femme qui avait commandé des gâteaux de fête, puis avait disparu. Une femme qui avait brûlé des papiers en pleurant et avait été réconfortée par son mari. Une femme qui avait posté des lettres mystérieuses à Londres et avait attendu à des barrières, consultant sa montre. Et 48 heures auparavant, elle s'était tenue à côté de dahlias primées, touchant leurs pétales comme pour leur dire adieu. Le soir venu, l'inspecteur Craddock avait organisé une équipe de recherche. Des volontaires avaient ratissé les sentiers, les bois, l'ancienne carrière. Ils n'avaient rien trouvé, ni sac à main, ni vêtements, ni traces de lutte. C'était comme si Vivienne Ashford s'était rendue à l'échalier et avait été rayée de l'existence. Au crépuscule, alors que les chercheurs revenaient les mains vides,
Miss Marple traversa lentement son jardin. Le papillon n'était pas revenu sur les roses. Les fleurs elles-mêmes commençaient à s'enrouler sur les bords, leurs pétales se détachant. Demain, elle serait tombée. Elle pensa à Vivienne touchant les dahlias. Elle pensa aux tableaux inachevés et aux gâteaux non récupérés. Elle pensa aux femmes qui avaient disparu et aux hommes qui les pleuraient. Et elle pensa avec une lucidité née d'une longue observation de la nature humaine. Quelqu'un ment. L'enquête, qui eut lieu le samedi matin dans la salle des fêtes du village, ne donna rien de concluant, mais cristallisa l'opinion du village en deux camps distincts. Miss Marple y assista, assise au dernier rang à côté de Miss Marple, son sac à couture sur les genoux, les yeux rivés sur chaque détail. Le docteur Haydock témoigna de l'état nerveux de Vivienne et des sédatifs non récupérés. Lucy Aylesborough décrivit avoir vu Vivienne près de l'échalier. Roland Ashford, pâle mais calme, confirma le départ de sa femme et ses recherches effrénées qui s'ensuivirent. L'inspecteur Craddock résuma les progrès de l'enquête, c'est-à-dire son absence de progrès. Aucune preuve d'acte criminel, conclut Craddock. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucun témoin n'a vu autre chose que Madame Ashford marchant vers les sentiers à 3 heures, jeudi après-midi. Nous traitons cette affaire comme une disparition, mais après 72 heures, les perspectives sont de plus en plus sombres. Le coroner, un homme austère nommé Guthrie, ajourna la procédure en recommandant la poursuite des recherches. Le verdict, tel qu'il était, resta ouvert. Après coup, dans le cimetière où les gens s'attardèrent en petits groupes, les théories se multipliaient. Madame Price Ridley s'exprimait près du portail du cimetière. « Croyez-moi, elle s'est enfuie. Ces artistes sont imprévisibles. Elle avait probablement un amant à Londres, quelqu'un qu'elle connaissait avant d'épouser Ashford. Elle vit dans un appartement bohème à Chelsea pendant que nous fouillons tous les fossés. »« C'est absurde !» rétorqua mademoiselle Hartnell. « Elle n'aurait pas laissé ses affaires de peinture. Et le gâteau qu'elle a commandé ? On ne commande pas de gâteau de fête si on a l'intention de disparaître. »« À moins, dit madame Price Ridley d'un ton sombre, qu'elle l'ait commandé pour faire croire qu'elle n'avait rien prévu. Une diversion. » Le docteur Haydock, qui passait par là, ricana. « Ou alors elle est tombée dans la carrière et nous ne l'avons pas encore retrouvée. Cet endroit est dangereux. Je répète depuis des années qu'il faudrait le clôturer correctement. » Le colonel Bantry, à la retraite et au visage rougeau, proposa la théorie la plus sensationnelle. C'est peut-être de l'amnésie. Un coup à la tête, elle s'égare, oublie qui elle est. Ça arrive. J'ai lu un cas en Inde. Un homme est réapparu 6 mois plus tard à Rangoon, sans aucun souvenir. Mais c'est la remarque discrète d'Amanda Pritchard à son amie Madame Lloyd qui attira l'attention de Miss Marple. Elle se tenait sous l'if, parlant à voix basse, mais leurs paroles portaient néanmoins dans l'air calme. « Je ne suis pas surprise, » disait Amanda. Elle était terrifiée par lui. Oh, il était charmant en public, mais je l'ai entendu se disputer. Tard le soir, quand je rentrais de l'arrêt de bus. Leurs voix portèrent depuis le manoir. Une fois, elle pleurait en disant « Je ne peux pas, je ne peux pas » et lui insistait sur quelque chose. C'était la semaine dernière. Madame Lloyd poussa un cri de surprise. « Vous pensez qu'il… » « Je pense, » dit Amanda, « que Roland a un tempérament qu'il cache bien. Et je pense que la police devrait s'intéresser de plus près au mari. Elle devrait toujours le faire. » Les mains de Miss Marple s'immobilisèrent sur son tricot. Voilà, l'accusation était lancée et désormais répandue dans le monde. Le soir venu, elle aurait circulé dans tous les foyers de St. Mary Mead. Et c'était effectivement le cas. Lorsque Miss Marple assista à l'office du soir, les chuchotements la suivirent jusqu'au banc. Même Madame Dane Caltrop, qui se vantait d'avoir l'esprit charitable, murmura « Il faut y réfléchir, Jane. 2 épouses,
toutes deux disparues dans des circonstances violentes ou mystérieuses. La police française a peut-être manqué quelque chose avec Eleanor. Ce genre de choses arrive. C'est vrai, acquiesça Miss Marple doucement. Après la messe, elle trouva l'inspecteur Craddock dans le cimetière, en train de fumer une cigarette avec l'air d'un homme profitant d'un moment de paix. « Vous avez entendu les rumeurs ?» dit-elle. « Je n'ai entendu que ça. Mademoiselle Pritchard est venue au commissariat cet après-midi pour signaler la dispute qu'elle a entendue. Elle insiste beaucoup sur le fait qu'Ashford est impliqué. Il expira la fumée. Entre vous et moi, Miss Marple, je suis enclin à être d'accord avec elle. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Vraiment ? Regardez les faits. Vivienne était nerveuse, voire effrayée selon le docteur Haydock. Elle a vu le tempérament de son mari. Amanda les a entendus se disputer. Elle brûlait des papiers, peut-être des preuves de la mort de sa première femme. Elle a envoyé une mystérieuse lettre à Londres, peut-être à un avocat, contenant peut-être des informations le concernant. Puis elle a disparu sans laisser de traces, après lui avoir dit qu'elle allait se promener. Craddock énuméra les points sur ses doigts. Elle rassemblait des preuves contre lui, il s'en est rendu compte, et il l'a réduite au silence. Le mari serviable et en deuil n'est qu'une comédie. Et le corps, probablement dans la carrière, elle est suffisamment profonde pour que le traîner prenne des jours. Ou bien, il l'a conduite quelque part, dans les bois, près de la rivière. Il en avait l'occasion. Il était seul dans la maison. Elle lui faisait suffisamment confiance pour lui dire où elle allait. Il aurait pu la suivre, la confronter, la tuer dans un accès de rage, puis se débarrasser du corps, avant de découvrir sa disparition quelques heures plus tard. Miss Marple réfléchit à cela. Quel était son mobile pour tuer Eleanor? L'argent? De l'assurance? La liberté d'épouser quelqu'un d'autre? Nous enquêtons là-dessus. L'enquête française a été minutieuse, mais ces choses-là peuvent être gérées si vous êtes intelligent. Ashford est certainement intelligent, ancien diplomate, parlant couramment le français, connaissant bien la région. Il aurait pu mettre en scène l'accident, et ensuite attendre 3 ans avant de se remarier. Les hommes prudents attendent. Ils laissent les soupçons s'estomper. Ils se construisent une nouvelle réputation, puis ils recommencent. Miss Marple devait admettre que c'était une théorie convaincante. Elle expliquait clairement les faits. Elle correspondait au schéma des meurtres domestiques qu'elle avait observés pendant de longues décennies. Le mari dominateur, la femme effrayée, l'isolement, la violence. Et pourtant, quelqu'un a-t-il trouvé la lettre? Demanda-t-elle. Celle que Vivienne a postée à Londres. Pas encore. Nous menons l'enquête. Si elle a été envoyée à un avocat, celui-ci se manifestera. Si elle a été envoyée à un amant, eh bien, il se peut qu'il ne le fasse pas. Ou à un détective privé, suggéra Miss Marple, si elle enquêtait sur le passé de son mari. Les yeux de Craddock s'aiguisèrent. C'est une idée. Je vais suivre cette piste. Au cours des 3 jours suivants, l'enquête se concentra sur Roland Ashford. L'inspecteur Craddock, travaillant avec une efficacité discrète, découvrit plusieurs détails suggestifs. L'assurance vie d'Eleanor Ashford avait versé 50 000 livres, une somme importante, mais pas extraordinaire. Le versement avait été retardé par l'enquête française, mais avait finalement été effectué. Roland avait investi cette somme de manière prudente et vivait de ses revenus, complétés par sa pension diplomatique. Plus intriguant encore, un employé de la bibliothèque de Much Benham a rapporté que Vivienne était venue 6 semaines auparavant pour demander des livres sur les enquêtes médico-légales et les morts suspectes. Elle semblait très concentrée, a déclaré l'employé. Elle a emprunté 3 livres et les a rendus 2 semaines plus tard. Elle a pris beaucoup de notes. Et le pharmacien du village voisin de Farley a révélé que Vivienne avait acheté une grande quantité de matériel de développement photographique à la fin du mois d'août, bien plus que ce dont elle aurait besoin pour son hobby, la peinture.
Je lui ai demandé si elle s'était mise à la photographie, a déclaré le pharmacien. Elle a souri et m'a répondu qu'elle documentait des choses. Le tableau qui se dessinait était accablant. Vivienne Ashford soupçonnait son mari d'avoir assassiné sa première femme. Elle avait rassemblé des preuves, d'où la lettre mystérieuse, le matériel photographique, les livres sur la médecine légale. Elle était effrayée, mais déterminée. Puis elle avait disparu. L'opinion publique à St. Mary Mead avait radicalement changé. Lorsque Roland Ashford apparaissait dans le village, les conversations s'arrêtaient. Mademoiselle Hartnell traversait la rue pour éviter de le croiser. Même Madame Dane Caltrop, habituellement bastion de la charité chrétienne, admettait que les preuves étaient très troublantes. Miss Marple écouta tout cela. Elle se rendit à nouveau au manoir le mardi, officiellement pour rendre un recueil de poèmes qu'elle avait emprunté à Vivienne lors de l'exposition florale. Roland Ashford la reçut dans le salon, qui avait pris un aspect fantomatique. La poussière s'accumulait sur les surfaces, les dahlias étaient morts et avaient été retirés depuis longtemps, et le châle cramoisi était toujours drapé sur la chaise. « Vous êtes venu observer le monstre dans son antre, » dit Ashford sans amertume. « Je ne vous en veux pas. Le village m'a jugé et condamné. Je suis venu, dit Miss Marple, parce que je voulais voir l'atelier de Vivienne. Si vous me le permettez. » Quelque chose passa sur son visage, de la surprise peut-être, ou du soulagement que quelqu'un s'intéresse à sa femme plutôt qu'à sa culpabilité. Il la conduisit à l'étage, dans la pièce à l'est. L'atelier était baigné de lumière nordique. Des toiles étaient appuyées contre les murs, principalement des paysages, corrects mais sans génie. Le chevalet supportait le tableau inachevé dont Ashford avait parlé, la vue depuis le jardin vers la prairie. Mais c'est le bureau qui attira l'attention de Miss Marple. Des pinceaux, des chiffons, des pots d'huile de lin et de térébenthine y étaient bientôt disposés avec un soin méticuleux, et à côté, partiellement caché sous un tissu taché de peinture, se trouvait un petit carnet en cuir. « Puis-je » demanda Miss Marple. Ashford acquiesça, le visage gris. Le carnet contenait des croquis, des notes de couleur, et le cœur de Miss Marple se mit à battre plus fort, des observations. Pas sur la peinture, mais sur les gens, sur la mort d'Eleanor Ashford. Vivienne avait noté des dates, des lieux, des questions. E est décédée le 12 août 2018. R a dit qu'elle était partie en colère à 14 heures. Le corps a été retrouvé à 18 heures. 4 heures. Où était R pendant ce temps? Rapport de la police française. Aucune trace de dérapage. La voiture a franchi le bord de la route en ligne droite. Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de freiner? Le versement de l'assurance a été retardé de 8 mois. L'enquête a-t-elle été approfondie? Ou s'agissait-il d'une enquête de routine? R ne parle jamais d'eux, sauf lorsqu'on la presse de questions. Elle ne conserve aucune photo. N'est-ce pas étrange? Et enfin, daté d'il y a 2 semaines, j'ai contacté un détective privé à Londres, Fraser sur Shaftesbury Avenue. Je lui envoie des photos et des documents. J'attendrai son rapport avant de décider quoi faire. Si R est innocent, j'ai été une épouse épouvantable. S'il ne l'est pas, l'entrée s'arrêtait là. Miss Marple leva les yeux. Roland Ashford se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos. « Vous l'avez lu ?» dit-elle doucement. « Je l'ai trouvé hier. » J'ai fouillé dans ses affaires, essayant de comprendre. Sa voix était rauque. Elle pensait que j'avais assassiné Eleanor. Ma propre femme pensait que j'étais un meurtrier. Et je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais su qu'elle avait si peur. Saviez-vous qu'elle avait contacté un détective privé? Non. Mais la lettre qu'elle a postée devait être adressée à ce Fraser. L'inspecteur Craddock est à sa recherche. Il se retourna, le visage ravagé. « Miss Marple,
J'aimais Eleanor. Notre mariage avait ses difficultés, comme tous les mariages, mais je ne lui aurais jamais fait de mal. Sa mort était un accident stupide et insensé que je pleure depuis 5 ans. Et j'aimais Vivienne, je pensais que nous étions heureux. Au lieu de cela, elle avait peur de moi. Pourquoi pensez-vous qu'elle vous soupçonnait? Je ne sais pas. Je me suis posé cette question 1000 fois. Peut-être parce que je ne montrais pas suffisamment mon chagrin. Peut-être parce que je me suis remarié. Peut-être. Il s'interrompit, luttant contre ses émotions. Peut-être parce qu'elle avait déjà été blessée et qu'elle ne pouvait faire pleinement confiance à personne. Avait-elle été blessée? Elle était devenue veuve jeune. Son premier mari était mort d'un cancer. Elle l'avait soigné pendant 1 an, alors qu'il dépérissait lentement. Elle m'avait dit qu'elle avait juré de ne plus jamais se remarier, qu'elle ne supportait pas d'aimer quelqu'un en sachant qu'il pourrait lui être enlevé. Je pensais l'avoir convaincue que la vie valait la peine de prendre ce risque. Il s'effondra dans un fauteuil, paraissant soudain bien plus âgé que ses 52 ans. L'inspecteur Craddock pense que je l'ai tué, le village pense que je l'ai tué, et je commence à me demander si quelqu'un d'autre pensait aussi que je l'avais tué et avait décidé de me punir pour cela. Miss Marple resta immobile. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » dit lentement Ashford, « que si quelqu'un croyait que j'avais assassiné Eleanor et que je m'en étais tiré, il aurait pu décider de m'enlever Vivienne, pour me montrer ce qu'est la perte, pour être juge, jury et bourreau. » C'était une idée nouvelle, qui fit réfléchir Miss Marple dans une autre direction. Mais avant qu'elle n'ait pu approfondir cette piste, Ashford ajouta « Ou peut-être que Vivienne ne supportait tout simplement plus ses soupçons. Peut-être qu'elle s'est rendue à cette carrière et qu'elle a sauté. Sans laisser de mots? Sans prendre son sac à main? Le désespoir ne suit pas toujours la logique, Miss Marple. » Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son cottage, le contenu du carnet, encore frais dans son esprit. La théorie qu'elle avait élaborée au fil des jours semblait désormais solide, étayée par les propres observations de Vivienne. Roland Ashford avait assassiné sa première femme et avait fait passer cela pour un accident. Vivienne l'avait découvert, ou s'en était suffisamment douté pour mener l'enquête. Elle avait rassemblé des preuves et les avait envoyées à un détective privé. Ashford avait compris ce qu'elle faisait. Peut-être avait-il vu les livres de la bibliothèque, remarqué le matériel de photographie ou surpris une conversation téléphonique. Il l'avait suivi jeudi, l'avait confronté dans un endroit isolé, l'avait tué dans un accès de rage ou de sang-froid, puis avait caché son corps. Le fait que le corps n'ait pas été retrouvé était troublant, mais pas concluant. La carrière était profonde, les bois étendus. Des corps pouvaient y rester cachés pendant des mois, voire des années. Et pourtant, un petit détail tracassait Miss Marple. Le gâteau de fête que Vivienne avait commandé pour vendredi. Pourquoi commander un gâteau si l'on croyait que son mari était un meurtrier? Pourquoi prévoir une fête? À moins que... Et là, les pensées de Miss Marple prirent une tournure plus sombre. Vivienne n'est prévue de célébrer quelque chose, peut-être l'arrivée du rapport du détective privé, peut-être la confirmation de l'innocence de son mari, ce qui aurait été une source de joie et de soulagement. Ou peut-être, plus sinistrement, la confirmation de sa culpabilité, qui lui aurait donné le signal de le quitter, armé de preuves. Mais si tel était le cas, où était le rapport? Fraser l'avait-il envoyé? Était-il arrivé? Ashford l'avait-il intercepté? Miss Marple prit note de poser la question à l'inspecteur Craddock le lendemain matin. Elle se surprit également à penser à Amanda Pritchard. L'attachement évident de cette femme pour Roland Ashford ne lui avait pas échappé, pas plus que le côté légèrement vindicatif de l'aide apportée par Amanda en fournissant des informations compromettantes. Cela rappela à Miss Marple une affaire de sa jeunesse. Une femme de chambre qui avait accusé son employeur de vol, non pas parce qu'il était coupable,
mais parce qu'il avait repoussé ses avances. Le cœur humain, réfléchit Miss Marple, était capable d'une malveillance extraordinaire lorsqu'il était blessé. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'Amanda mentait. La jalousie pouvait aiguiser l'observation aussi facilement qu'elle pouvait la déformer. Le mercredi, l'inspecteur Craddock avait localisé Horace Fraser, le détective privé. Fraser confirma que Vivienne Ashford l'avait contacté début septembre pour lui demander une enquête approfondie sur la mort d'Eleanor Ashford. Il avait passé 3 semaines à mener des investigations en France, à obtenir des copies du rapport de police, à interroger des témoins et à examiner le lieu de l'accident. « J'ai envoyé mon rapport à Madame Ashford lundi dernier », a déclaré Fraser à Craddock au téléphone. « Elle m'avait payé d'avance. Plus les frais. » Le rapport était complet, 20 pages, avec des photos et des déclarations de témoins. « Et quelle a été votre conclusion ?» Il y eut un silence. Que la mort d'Eleanor Ashford était exactement ce qu'elle semblait être. Un tragique accident. La route était dangereuse. Madame Ashford était une conductrice inexpérimentée sur les routes étrangères et elle était bouleversée après une dispute. Il n'y avait aucune preuve d'acte criminel. L'enquête française a été minutieuse. Si Roland Ashford a assassiné sa femme, c'est le tueur le plus habile que j'ai rencontré en 30 ans. Franchement, je n'ai rien trouvé de suspect. Cette information, transmise à Miss Marple cet après-midi-là, aurait dû disculper Roland Ashford. Au contraire, elle rendait le mystère encore plus profond. Si Vivienne a reçu le rapport lundi ou mardi, dit Miss Marple, et qu'il disculpait son mari, pourquoi ne s'est-elle pas détendue? Pourquoi continuait-elle à brûler des papiers mercredi? Pourquoi semblait-elle toujours effrayée? Peut-être qu'elle ne croyait pas au rapport, suggéra Craddock. Peut-être pensait-elle que Fraser avait été trompé ou soudoyé. Ou peut-être, dit lentement Miss Marple, que le rapport révélait autre chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mort d'Eleanor, mais qui effrayait néanmoins Vivienne. Comme quoi? Je ne sais pas, mais je pense que nous devrions fouiller le manoir de manière plus approfondie. Ce rapport doit être quelque part. La fouille, menée le lendemain matin avec l'autorisation réticente de Roland Ashford, ne donna aucun résultat, aucun rapport de Fraser, aucune photographie, aucun document lié à l'enquête. Soit Vivienne l'avait extrêmement bien caché, soit quelqu'un l'avait emporté. Il était dans son sac à main, conclut Miss Marple. Elle l'avait avec elle quand elle a disparu. C'est pour cela que son sac à main a disparu. Alors celui qui l'a tué l'a pris, dit Craddock d'un ton sinistre. Les preuves contre Roland Ashford étaient désormais accablantes. Le village retenait son souffle, attendant l'arrestation. Miss Marple, rendant visite à ses différents amis et connaissances, entendait le même sentiment se répéter. Il sera bientôt inculpé. Ils sont en train de monter le dossier. Dieu merci, l'inspecteur Craddock est minutieux. Même Miss Marple, en relisant ses notes ce soir-là, dut reconnaître le poids des preuves. Roland Ashford avait un mobile, le contrôle, le secret. Peut-être un gain financier provenant d'une autre police d'assurance sur Vivienne. Il avait l'opportunité. Il était seul dans la maison. Il savait où Vivienne allait. Il aurait pu la suivre. Il avait des antécédents, la mort opportunément providentielle d'Eleanor. Et il s'était comporté d'une manière qui suggérait une conscience de sa culpabilité. Son calme excessif, son isolement de Vivienne de la communauté, son manque de chagrin public pour Eleanor. Le fait que le rapport de Fraser l'ait disculpé concernant la mort d'Eleanor n'avait que peu d'importance. Peut-être avait-il tué Vivienne pour une autre raison, pour l'empêcher de divorcer ou par rage qu'elle ait enquêté sur lui. Miss Marple savait que la capacité humaine à la violence ne nécessitait pas de motifs rationnels. La fierté, la honte et la colère suffisaient. Elle se coucha ce soir-là avec la désagréable conviction que Roland Ashford serait arrêté dans les jours suivants et que justice serait faite.
C'était le papillon sur les roses qui la troublait, la façon dont il avait ouvert et fermé ses ailes, avec une précision mécanique, comme s'il accomplissait un rituel dont le sens avait été perdu. Et la façon dont Vivienne avait touché les pétales de dahlia, tendrement, comme un adieu. Ces images hantaient les rêves de Miss Marple. Le coup fut porté le jeudi matin, une semaine après la disparition de Vivienne, et il brisa toutes les théories qui avaient été élaborées. Un randonneur dans les bois près de Farley, à 5 kilomètres de St. Mary Mead, découvrit un corps dans un ravin peu profond, partiellement dissimulé par des broussailles, qui avait échappé aux premières recherches, car la zone avait été jugée trop éloignée de l'itinéraire probable de Vivienne. Mais ce n'était pas Vivienne Ashford. Il s'agissait d'un homme d'âge moyen, vêtu de vêtements de randonnée. Il était mort depuis au moins une semaine, voire plus. Il avait été frappé à la tête avec un objet lourd, puis poussé ou jeté dans le ravin. Dans la poche de sa veste se trouvait un portefeuille contenant une pièce d'identité. Horace Fraser, détective privé, Londres. La nouvelle parvint à St. Mary Mead vers midi et plongea le village dans un état de confusion et de choc. L'inspecteur Craddock, le visage sombre, communiqua les faits essentiels à Roland Ashford et Miss Marple dans le salon du manoir. « Fraser est arrivé de Londres jeudi dernier », dit Craddock. Son bureau a confirmé qu'il avait pris rendez-vous avec Madame Ashford à 3 heures, à l'heure même où elle avait dit à son mari qu'elle allait se promener. Il devait la retrouver sur le sentier près de Farley Woods pour lui remettre son rapport en personne et discuter de ses conclusions. Il a pris le train depuis Londres et loué une voiture à la gare. La voiture a été retrouvée abandonnée près des bois. « Alors Vivienne avait rendez-vous avec Fraser », dit Ashford d'une voix rauque. « Elle n'est pas partie se promener. Elle m'a menti. »« Elle se protégeait », dit Craddock. « Elle ne voulait pas que vous sachiez qu'elle enquêtait sur vous, ou elle avait peur de votre réaction lorsqu'elle vous aurait confronté avec le rapport. Mais je n'ai pas tué Fraser, dit Ashford, désespéré. Je ne savais même pas qu'il existait avant que vous ne le trouviez. Je ne savais certainement pas qu'il venait ici. Quelqu'un le savait, dit Craddock. Quelqu'un qui voulait tellement détruire ce rapport qu'il était prêt à tuer pour cela. Quelqu'un qui savait que Fraser serait sur le sentier à 3 heures, jeudi dernier. Il fixa Ashford du regard. « Avez-vous suivi votre femme ?»« Non, je travaillais à la bibliothèque. Je n'ai pas quitté la maison avant de partir à sa recherche à 6 heures. Quelqu'un peut-il le confirmer ? Non. J'étais seul. Mais je dis la vérité. » L'expression de Craddock trahissait son scepticisme. Mais Miss Marple prit la parole, d'une voix calme mais claire. « Inspecteur, si M. Ashford a tué Fraser et sa femme, où sont les corps ? Le corps de Fraser a été retrouvé à 5 kilomètres d'ici, dans un endroit difficile d'accès. Le corps de Vivienne n'a pas été retrouvé. Comment M. Ashford les a-t-il transportés ? Il aurait eu besoin d'une voiture, de temps, de force physique. Et il aurait dû faire tout cela sans être vu, puis rentrer chez lui à temps pour commencer ses recherches, pour retrouver Vivienne à 6 heures. Le timing est presque impossible, à moins qu'il n'ait eu de l'aide, dit Craddock, ou à moins qu'il ne mente sur le déroulement des événements. Mais alors même qu'il parlait, la certitude de l'inspecteur semblait vaciller. L'affaire était devenue plus complexe. Si Fraser avait été assassiné pour l'empêcher de remettre son rapport, qui l'avait fait ? Si c'était Roland Ashford, pourquoi ? Le rapport de Fraser l'innocentait concernant la mort d'Eleanor. Que pouvait-il contenir qui valait la peine de tuer pour le supprimer ? Et où était Vivienne ? Miss Marple sentit toute la structure de sa théorie s'effondrer. Elle était si sûre d'elle, le schéma semblait si clair. Le mari dominateur, la femme effrayée, l'histoire de la mort de l'ancienne épouse, les preuves de l'enquête et de la peur. Tout pointait dans une seule direction. Mais maintenant, il y avait un corps qu'ils n'avaient pas prévu, et un corps disparu qu'ils avaient prévu, et rien n'avait plus de sens.
Cet après-midi-là, debout dans son jardin où les roses avaient enfin perdu tous leurs pétales, ne laissant que des épines et des tiges mourantes, Miss Marple se força à tout reconsidérer. Roland Ashford, soit coupable des 2 meurtres, ce qui exigeait une ruse et des capacités physiques extraordinaires, soit innocent et incroyablement malchanceux. Les preuves contre lui étaient circonstancielles, mais accablantes. Pourtant, le rapport de Fraser l'avait innocenté du meurtre d'Eleanor. Quel motif restait-il pour tuer Vivienne? Amanda Pritchard, jalouse, vindicative, fournissant un témoignage étrangement utile. Avait-elle dit la vérité au sujet des disputes ou sa jalousie avait-elle déformé ce qu'elle avait entendu? Aurait-elle pu? Mais non. Amanda n'avait aucune raison de tuer Fraser, qu'elle n'avait jamais rencontré, à moins qu'elle ait vu Fraser rencontrer Vivienne, à moins qu'elle les ait suivis, à moins que, dans un accès de rage jalouse, mais cela n'avait aucun sens non plus. Pourquoi tuer l'enquêteur? Dr. Haydock. Il avait soigné Vivienne, observé sa nervosité. Mais quel motif aurait-il pu avoir? Lucy Hayles Barrow avait vu Vivienne attendre près de l'échalier. Jeune, observatrice, intelligente. Mais là encore, aucun mobile concevable. Miss Marple s'efforça d'envisager d'autres possibilités. Vivienne aurait-elle pu tuer Fraser? Si le rapport contenait quelque chose d'inattendu, une révélation sur Fraser lui-même ou sur quelqu'un d'autre, aurait-elle pu réagir violemment? Puis s'enfuir? Mais Vivienne était une femme menue et Fraser un homme costaud. Comment aurait-elle pu le frapper? Et pourquoi l'aurait-elle fait? Fraser aurait-il pu attaquer Vivienne, et celle-ci se serait-elle défendue, puis aurait-elle pris la fuite, paniquée? Mais alors, où était-elle? Les pensées de Miss Marple tournaient en rond, sans aboutir à rien. Le village, tout aussi perplexe, bouillonnait de nouvelles théories. Madame Price Ridley suggéra que Fraser était l'amant de Vivienne, et que Roland les avait tués tous les 2 dans un accès de jalousie. Mademoiselle Hartnell rétorqua que Fraser avait dû découvrir quelque chose de compromettant sur quelqu'un d'autre dans le village, quelqu'un qui avait des secrets à protéger. Le colonel Bantry suggéra des espions russes, ce que tout le monde ignora, mais c'est une remarque de Madame Dane Caltrop qui frappa soudainement Miss Marple. Il traversait le cimetière vendredi après-midi lorsque Madame Dane Caltrop dit « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Vivienne a commandé ce gâteau de fête. Si elle était terrifiée par son mari, si elle rencontrait un détective privé, pourquoi organiser une fête ?» Peut-être, dit lentement Miss Marple, qu'elle n'était pas terrifiée par son mari. Peut-être était-elle terrifiée par quelqu'un d'autre? Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place dans son esprit, formant un nouveau schéma. Pas lentement, mais avec la clarté soudaine d'un kaléidoscope qui tourne. Vivienne avait enquêté sur Roland au sujet de la mort d'Eleanor. Le rapport de Fraser l'avait innocenté. Cela aurait dû être une bonne nouvelle, voire un motif de célébration. Le gâteau avait du sens dans ce contexte. Une célébration de l'innocence de son mari, le soulagement que ses craintes aient été infondées. Mais alors pourquoi avait-elle continué à sembler effrayée? Pourquoi brûler des papiers? Pourquoi rencontrer Fraser en secret plutôt que de recevoir ouvertement son rapport chez elle? À moins que le rapport n'ait innocenté Roland d'une chose, mais en ait révélé une autre. À moins que Fraser n'ait découvert quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la mort d'Eleanor, mais qui était lié au passé de Roland, ou à quelqu'un du village, ou à... Miss Marple s'arrêta de marcher. « Jane ?» demanda Madame Dane Caltrop. « Vous allez bien ?»« Je dois parler à l'inspecteur Craddock, » dit Miss Marple. « Immédiatement. » L'inspecteur Craddock la reçut dans son bureau provisoire, au poste de police de Much Benham. Il avait l'air épuisé, l'affaire ayant fait des ravages. « Miss Marple, » dit-il, « j'espère que vous apportez de bonnes nouvelles, car je n'en ai aucune. Nous avons cherché Vivienne Ashford pendant 8 jours.
Nous avons fouillé la carrière, passé les bois au peigne fin, suivi toutes les pistes imaginables. Nous avons trouvé un corps que nous ne cherchions pas et perdu celui que nous cherchions. Roland Ashford reste notre principal suspect, mais je ne peux rien prouver. Si vous avez des informations, je vous serai reconnaissant de me les communiquer. « J'ai des questions ?» dit Miss Marple en s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. « Premièrement, le rapport complet de Fraser a-t-il été retrouvé? Son bureau en avait une copie. Elle est en cours d'envoi. Elle devrait arriver demain. Et que contenait-elle? Le résumé dont vous avez parlé, selon lequel la mort d'Eleanor était un accident. Y avait-il autre chose? Apparemment, oui. Le rapport faisait 20 pages. Rappelez-vous. La majeure partie était standard. Reconstitution de la chronologie, entretien avec les témoins, analyse du lieu de l'accident. Mais le bureau de Fraser a mentionné que la dernière partie contenait ce qu'il appelait des découvertes fortuites, des informations qui sont apparues au cours de son enquête et qui n'étaient pas directement liées à la mort d'Eleanor, mais que Madame Ashford pourrait trouver pertinentes. Telles que ils n'ont pas voulu le dire au téléphone. Confidentialité juridique. Nous verrons demain lorsque le document complet arrivera. Inspecteur, je pense que ces découvertes fortuites sont la clé de tout. Je pense que Fraser a découvert quelque chose qui n'avait rien à voir avec la mort d'Eleanor Ashford, mais que quelqu'un d'autre voulait désespérément garder secret. Je pense que cette personne savait que Fraser allait rencontrer Vivienne pour lui remettre le rapport, les a suivis et a tué Fraser pour empêcher la révélation. Mais pourquoi Vivienne ne s'est-elle pas manifestée? Si elle a été témoin du meurtre, elle pourrait identifier le meurtrier. Parce que, dit calmement Miss Marple, je ne pense pas que Vivienne ait été témoin du meurtre. Je pense que Vivienne est l'autre victime. Craddock se pencha en avant. Vous pensez qu'elles sont toutes les deux mortes? Je pense que le tueur a frappé Fraser lorsqu'il a rencontré Vivienne sur le sentier. Vivienne devait être là, ou être arrivée peu après. Le tueur a dû la faire taire, elle aussi. Il y a 2 corps, inspecteur. L'un a été retrouvé, l'autre a été caché plus soigneusement. Mais nous avons cherché, pas partout, pas aux bons endroits, parce que nous avons cherché une femme qui s'était enfuie. Nous aurions dû chercher une femme qui n'avait jamais quitté les lieux. Craddock écarquilla les yeux. Vous pensez qu'elle se trouve près du ravin où Fraser a été retrouvé? Je pense qu'elle se trouve quelque part, entre l'échalier où Lucy Aylesborough l'a vue et le ravin où Fraser est mort. Un endroit facilement accessible pour le tueur. Un endroit négligé lors des premières recherches car nous n'avions aucune raison de chercher aussi loin de St. Mary Mead. En moins de 2 heures, une nouvelle équipe de recherche s'était rassemblée près de Farley Woods. La zone était plus vaste que la zone de recherche initiale. À 5 kilomètres du village, densément boisé, avec de nombreuses cachettes naturelles. À la tombée de la nuit, ils travaillèrent à la lumière des torches, avec une détermination sans faille. Il faisait presque nuit lorsque l'appel est arrivé. Un agent de police, qui fouillait un fourré particulièrement dense près du ravin, a trouvé un sac à main marron de femme pris dans les broussailles. À l'intérieur, la carte d'identité de Vivienne Ashford, une petite somme d'argent et une enveloppe épaisse contenant le rapport d'Horace Fraser. À une dizaine de mètres de là, caché sous des branches et des feuilles mortes, ils ont trouvé le corps de Vivienne Ashford. Elle avait été frappée par derrière, d'un seul coup brutal à la tête. Elle était morte sur le coup, sans même avoir vu son assassin. Elle portait toujours la robe légère qu'elle avait enfilée jeudi après-midi. Son visage, heureusement, était paisible. Miss Marple était certaine que le rapport dans son sac à main révélerait l'identité de son assassin. Mais alors qu'elle se tenait au bord de la clairière, où les gyrophares de la police éclairaient désormais la scène, elle savait déjà. Non pas grâce à des preuves ou à des déductions, mais grâce au schéma qu'elle avait enfin reconnu. Le schéma qu'elle aurait dû voir il y a plusieurs jours.
Ce n'était pas le schéma d'un mari se débarrassant d'une épouse gênante. C'était le schéma de quelqu'un qui protégeait un secret. Quelqu'un qui avait déjà tué, avec méthode et sang-froid, et qui se croyait en sécurité jusqu'à ce que l'enquête de Vivienne Ashford menace de le démasquer. « Nous devrons lire le rapport de Fraser », dit Craddock en la rejoignant au bord de la clairière. « Mais je pense que vous savez déjà ce qu'il dit. »« Je crois que oui, » répondit Miss Marple, « et je crois savoir qui les a tués tous les deux. Alors, pour l'amour de Dieu, dites-le-moi. »« Demain, » répondit Miss Marple, « quand nous aurons le rapport complet. Mais ce soir, inspecteur, je vous suggère de surveiller de très près les mouvements d'Amanda Pritchard. » Le rapport de Fraser arriva par courrier le samedi matin. L'inspecteur Craddock et Miss Marple le lurent ensemble dans le salon du manoir, avec la permission de Roland Ashford. Ashford lui-même était assis près de la fenêtre, le visage vide de toute expression, sauf d'un chagrin épuisé. Les 18 premières pages contenaient exactement ce que le bureau de Fraser avait résumé. Une enquête approfondie sur la mort d'Eleanor Ashford, qui concluait qu'il s'agissait d'un accident. La police française avait fait preuve de compétence et d'impartialité. Les preuves matérielles, l'état de la route, les dommages subis par le véhicule, la trajectoire de la chute, confirmaient toutes qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Rien n'indiquait qu'il y ait eu acte criminel. C'est la dernière section, intitulée « Conclusions accessoires », qui changea tout. Fraser avait été minutieux. Tout en enquêtant sur les déplacements et le passé de Roland Ashford, il avait interrogé de nombreuses personnes qui avaient connu le couple en France, à Londres et à St. Mary Mead. L'un de ces entretiens avait eu lieu avec une voisine des Ashford pendant leur séjour à Londres, avant la mort d'Éléonore. Cette voisine, Madame Margaret Vernon, avait mentionné en passant qu'Eleanor Ashford avait été beaucoup plus heureuse après que l'affaire malheureuse avec cette jeune femme ait été résolue. Lorsque Fraser avait insisté pour obtenir plus de détails, Madame Vernon avait expliqué. Au début de l'année 2018, 6 mois avant sa mort, Eleanor avait découvert que son mari faisait l'objet d'un chantage. La maître chanteuse était une jeune femme nommée Amanda Prior, qui affirmait que Roland lui avait promis de l'épouser lors d'une affectation à Vienne en 2010. Selon Amanda, Roland avait eu une relation amoureuse avec elle, lui avait promis de divorcer d'Eleanor, puis l'avait abandonnée à la fin de son affectation. Amanda menaçait de révéler cette liaison, qui aurait ruiné la carrière diplomatique et la réputation de Roland, à moins qu'il ne lui verse 10 000 livres. Eleanor avait appris cela en interceptant une lettre d'Amanda. Loin d'être bouleversée, Eleanor avait pris les choses en main. C'était une femme pragmatique, expliqua Madame Vernon, et elle connaissait son mari. La liaison avait bien eu lieu. Roland l'avait immédiatement avoué, mais elle avait été brève et sans promesse de mariage. Amanda était, conclut Eleanor, une fantaisiste et une opportuniste. Eleanor avait confronté Amanda directement, l'avait menacée de poursuites judiciaires pour chantage et lui avait versé 500 livres, à condition qu'elle signe un document juridique renonçant à toute réclamation et s'engageant à ne plus jamais contacter Roland. Amanda avait signé. L'affaire était close. Fraser avait joint à son rapport des copies des documents pertinents. La lettre de chantage, la réponse laconique d'Eleanor et l'accord signé, daté de mars 2018 et certifié par un avocat. La signature indiquait « Amanda Prior ». Miss Marple leva les yeux du rapport. « Prior » dit-elle. « Amanda Pritchard était Amanda Prior. » Roland Ashford, qui avait écouté dans un silence stupéfait, murmura « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'Eleanor s'en était occupée. Elle ne m'a jamais dit le nom de cette femme, seulement que l'affaire était réglée et que je devais oublier ce qui s'était passé. J'ai oublié. C'était une liaison stupide et brève pendant une affectation solitaire. Je l'ai immédiatement regrettée.
Je n'ai plus jamais revu cette femme après avoir quitté Vienne. » « Mais Amanda vous a vu, » dit Miss Marple. « Lorsque vous avez emménagé à St. Mary Mead, il y a 5 ans, elle devait déjà vivre dans les cottages du domaine. Elle vous a reconnu. Elle espérait peut-être renouer un lien, une fantaisie qu'elle s'était construite. Mais vous ne l'avez même pas reconnue. Elle avait légèrement changé son nom, passant de Prior à Pritchard. Vous n'aviez aucune idée de qui elle était. » Craddock lisait la suite du rapport, le visage assombri. Fraser a suivi les déplacements d'Amanda Prior après la signature de l'accord. Elle a changé de nom par acte unilatéral en mai 2018 et a déménagé à St. Mary Mead en juin 2018. 2 mois plus tard, Eleanor est décédée en France. La pièce est devenue silencieuse. « Elle a tué Eleanor », a déclaré Ashford d'une voix creuse. « Mon Dieu, elle a tué Eleanor !» Fraser s'en doutait, dit Miss Marple en lisant les dernières pages. Il ne pouvait pas le prouver, mais il note le timing et suggère de poursuivre l'enquête. Il recommande à Madame Ashford, Vivienne, de contacter la police française avec ces informations. Il écrit que si Amanda Prior Pritchard était en France en août 2018, il pourrait y avoir des raisons de rouvrir l'enquête sur la mort d'Eleanor. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une terrible clarté. Amanda, obsédée par Roland Ashford, avait été rejetée et payée. Elle avait changé de nom et déménagé à St. Mary Mead, le village où Roland vivait. Lorsqu'Eleanor et Roland partirent en vacances en France, Amanda l'apprit d'une manière ou d'une autre. Peut-être Roland l'avait-il mentionné à quelqu'un du village? Peut-être avait-elle intercepté du courrier ou écouté des conversations téléphoniques. Elle les avait suivis en France. La dispute entre Eleanor et Roland, ce désaccord insignifiant qui avait poussé Eleanor à partir seule, lui avait fourni l'occasion rêvée. Amanda attendait sur cette route étroite. Elle avait fait signe à Eleanor de s'arrêter, ou avait forcé la voiture à sortir de la route, ou l'avait percutée et avait mis en scène l'accident. Puis elle avait disparu sans laisser de traces. Elle avait commis le meurtre parfait, et elle avait attendu que Roland se tourne vers elle pour trouver du réconfort. Au lieu de cela, il avait pleuré seul pendant 3 ans, puis avait épousé Vivienne. Amanda détestait Vivienne, dit Miss Marple. Elle la considérait comme une autre intruse, une autre femme qui lui avait pris ce qui aurait dû lui revenir. Mais elle ne pouvait pas agir ouvertement. Elle devait être patiente. Elle devait maintenir son apparence de voisine amicale, de témoin serviable. Et puis Vivienne a commencé à enquêter sur la mort d'Eleanor. Amanda a dû comprendre, dit Craddock. Elle a dû se rendre compte qu'une enquête approfondie pourrait révéler sa présence en France, pourrait révéler sa véritable identité et son lien avec Roland. Alors elle a attendu, continua Miss Marple. Elle a observé. Et quand elle a appris, peut-être par les ragots du village, peut-être en posant des questions apparemment innocentes, que Vivienne avait engagé un détective privé, elle a su qu'elle était en danger. Elle devait découvrir ce que le détective avait découvert. Elle a dû suivre Vivienne jeudi, dit Ashford, la voix brisée. Elle a dû l'entendre prendre des dispositions pour rencontrer Fraser. Elle s'est rendue tôt sur le sentier, dit Miss Marple. Elle a attendu, elle a vu Fraser arriver. Elle l'a frappé avant qu'il ne puisse rencontrer Vivienne. Et quand Vivienne est arrivée et a trouvé le corps de Fraser, quand Vivienne a levé les yeux et a vu Amanda, Amanda n'a eu d'autre choix que de la tuer aussi. 2 meurtres pour couvrir le premier, dit Craddock d'un ton sinistre. Et elle a failli réussir à vous faire porter le chapeau, monsieur Ashford. Elle a essayé, acquiesça Miss Marple. Elle nous a nourris de soupçons petit à petit. Les disputes entendues par hasard, probablement inventées ou exagérées. L'accent mis sur le comportement suspect de Roland. Le rappel de la mort d'Eleanor. Elle nous a orientés vers Roland comme suspect évident, sachant que nous construirions nous-mêmes le dossier. Ashford leva les yeux,
son visage ayant vieilli de 10 ans en autant de jours. Elle est venue me voir après la disparition de Vivienne. Elle m'a réconforté. Elle a dit qu'elle savait que j'étais innocent. Elle a dit que si j'avais besoin de quelqu'un à qui parler... Il s'interrompit, incapable de continuer. Elle se positionnait comme votre consolatrice, dit doucement Miss Marple. Votre futur partenaire, une fois que suffisamment de temps se serait écoulé. Elle avait attendu des années. Elle pouvait attendre encore. Nous devons l'arrêter, dit Craddock en se levant. Maintenant, avant qu'elle ne se rende compte que nous avons lu le rapport. Elle le sait peut-être déjà, dit Miss Marple. Quand les corps ont été découverts hier, elle a peut-être deviné. Elle s'est peut-être enfuie. Mais Amanda Pritchard ne s'était pas enfuie. Lorsque la police arriva à son cottage près du manoir, elle la trouva dans son salon, vêtue avec élégance, une valise prête près de la porte. Elle regarda l'inspecteur Craddock avec un air parfaitement calme. « Je vous attendais », dit-elle. Ils l'emmenèrent au poste de police de Much Benham. Dans la salle d'interrogatoire, en présence de l'inspecteur Craddock, d'un agent de police et de Miss Marple en tant qu'observatrice, Amanda Pritchard s'assit, les mains jointes sur les genoux, et raconta son histoire. Sa voix était calme, presque conversationnelle, comme si elle parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Seuls ses yeux la trahissaient, sombres, brûlants, fixés sur une distance intermédiaire, où la réalité avait été remplacée par des années de fantasmes obsessionnels. « J'ai rencontré Roland à Vienne, » commença-t-elle. « J'avais 28 ans et je travaillais comme employé à l'ambassade. Il avait 44 ans. Il était distingué et gentil avec moi, alors que personne d'autre ne l'était. Nous avons eu une liaison. Elle a duré 4 mois. Il m'a dit que son mariage était fini, qu'Eleanor ne le comprenait pas, qu'il attendait le bon moment pour demander le divorce. Je l'ai cru. Je l'aimais. Ses mains se crispèrent de manière presque imperceptible. À la fin de son contrat, il est retourné à Londres. Il a promis de m'écrire, de m'envoyer chercher. Il ne l'a jamais fait. Je lui ai écrit des dizaines de lettres. Il n'a pas répondu. Finalement, j'ai appelé chez lui. Eleanor a répondu. Elle était glaciale, dédaigneuse. Elle m'a dit que Roland avait parlé de moi, la jeune fille naïve de Vienne qui ne comprenait pas que les hommes mariés pouvaient parfois s'égarer, mais ne partaient jamais. Cela a dû être très douloureux, dit Miss Marple doucement. Amanda la regarda fixement. Douloureux. C'était anéantissant. Je lui avais tout donné, je l'avais cru, et il m'avait jeté comme un déchet. Vous avez donc essayé de le faire chanter, dit Craddock. J'ai essayé d'obtenir ce qui m'était dû. 10 000 livres, ce n'est pas beaucoup pour un homme de sa fortune, mais c'était suffisant pour recommencer à zéro. Au lieu de cela, Eleanor est venue me voir. Eleanor, avec ses yeux froids et ses manières parfaites. Elle m'a traité de pathétique. Elle m'a dit que Roland ne m'avait jamais aimé, que je n'étais qu'une distraction pratique pendant une affectation solitaire, rien de plus. Elle m'a offert 500 livres pour que je parte et que je ne les contacte plus jamais. Vous avez accepté, dit Craddock. J'ai accepté, et j'ai signé son maudit papier. Et j'ai changé de nom parce que je ne supportais plus de voir Amanda Pryor, cette fille stupide qui avait cru aux promesses. Je suis devenue Amanda Pritchard. J'ai déménagé à St. Mary Mead parce que j'avais entendu Roland en parler une fois. C'était là qu'il avait prévu de prendre sa retraite. Je pensais que si j'étais là, quand il finirait par venir, il me reverrait. Il se souviendrait. Il comprendrait. Que vous étiez faits l'un pour l'autre, dit doucement Miss Marple. Oui. Le mot était prononcé avec ferveur. Mais quand il est venu, il ne m'a pas reconnu. Après 5 ans d'attente, il est passé devant moi dans le village avec un désintérêt poli. Il ne savait pas qui j'étais. J'ai alors compris qu'Eleanor avait raison.
Je n'avais jamais compté pour lui. « Alors vous l'avez tué ?» dit Craddock. Le visage d'Amanda changea, devint presque rêveur. J'ai appris qu'il partait en vacances en France. Ce n'était pas difficile. Roland l'avait mentionné à l'épicerie du village. J'ai pris mes économies. J'ai acheté un billet de train et je les ai suivis. Je suis resté dans un petit hôtel de la ville voisine. Je les ai observés. Je les ai vus se disputer. J'ai vu Eleanor partir seule en voiture, en colère. Elle fit une pause et pour la première fois, l'émotion brisa son calme. Je ne l'avais pas prévu. Je marchais simplement le long de cette route, essayant de comprendre pourquoi j'étais venu, pourquoi j'étais toujours aussi obsédé. Et puis la voiture d'Eleanor a surgi au détour du virage. Elle m'a vu, elle s'est arrêtée, elle m'a immédiatement reconnu. La fille pathétique de Vienne. Elle a baissé sa vitre et m'a dit « Tu nous suis? Est-ce encore un de tes délires, Beauchamp ?» La voix d'Amanda se réduisit à un murmure. J'avais un caillou dans la main. Je l'avais ramassé sur le bord de la route, juste pour avoir quelque chose à tenir. Et j'ai pensé, c'est elle la raison. C'est elle qui se dresse entre nous. Si elle disparaissait, Roland serait libre. Il serait seul. Il aurait besoin de quelqu'un. Il aurait besoin de moi. Vous l'avez frappé à travers la vitre, dit Craddock en consultant le rapport de police français que Fraser avait joint. Je l'ai frappée 2 fois. Elle s'est affaissée sur le volant. J'ai ouvert la porte. J'ai relâché le frein. J'ai mis la voiture au point mort. J'ai poussé. La pente a fait le reste. La voiture a roulé, lentement au début, puis plus vite. Elle a basculé dans le vide. J'ai entendu le choc, puis l'explosion quand elle a pris feu. Elle leva les yeux, le regard vide. Je suis retourné à mon hôtel. J'ai pris le train pour rentrer chez moi le lendemain. J'ai attendu. Et quand Roland est revenu à St. Mary Mead, il était seul. Il souffrait. J'ai pensé que c'était ma chance. Je pouvais le réconforter. Je pouvais être là pour lui. Il me verrait, enfin. Il me verrait vraiment. Mais il a épousé Vivienne, dit Miss Marple. Il a épousé Vivienne. Ce nom était un poison dans la bouche d'Amanda. Une autre femme, une autre intruse, une autre personne qui prenait ce qui aurait dû être à moi. Mais je suis resté calme. J'ai attendu. Je me suis lié d'amitié avec elle. Je les ai observés ensemble. Et puis j'ai remarqué qu'elle menait une enquête. Elle enquêtait sur la mort d'Eleanor. Elle avait engagé quelqu'un. « Comment l'avez-vous su ?» demanda Craddock. J'ai surpris une conversation téléphonique. Vivienne était dans le jardin. Elle parlait au téléphone. Elle ne se rendait pas compte que les voix portaient. Elle parlait à quelqu'un de l'enquête, de la réception d'un rapport. Elle a dit jeudi après-midi, 3 heures, au pied du sentier. J'ai compris qu'elle voulait dire que l'enquêteur venait la rencontrer. « Vous vous y êtes donc rendu en premier » dit Craddock. Je m'y suis rendu en premier. J'ai attendu dans les arbres. L'homme est arrivé, Fraser. Je me suis approché derrière lui pendant qu'il regardait sa montre. J'avais pris un démont de pneus dans ma voiture. Je l'ai frappé. Il est tombé. Je l'ai traîné dans le ravin et je l'ai recouvert de branches. Puis Vivienne est arrivée. La voix d'Amanda est devenue mécanique, récitant les faits sans émotion. Elle m'a vu debout près du corps de Fraser. Elle a tout de suite compris. Elle a dit « Tu as tué Eleanor. Tu l'as tuée. » « Oh mon Dieu, Amanda, pourquoi ?» J'ai essayé de lui expliquer. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'Eleanor devait mourir, que Fraser m'aurait dénoncé, que tout cela était nécessaire. Mais elle reculait, terrifiée. Elle a dit qu'elle allait aller voir la police. Alors je l'ai frappée. Encore avec le démon de pneus. Elle est tombée. Je l'ai traînée dans les buissons. J'ai pris son sac à main parce qu'il contenait le rapport. Et puis vous êtes rentré chez vous et avez déclaré l'avoir vue attendre près de l'échalier, dit Miss Marple. Vous vous êtes immiscé dans l'enquête.
Vous vous êtes présenté comme un témoin utile. Je devais le faire. Je devais détourner les soupçons. Je pensais que si je mettais l'accent sur le comportement suspect de Roland, son passé, tout le monde supposerait qu'il l'avait tué. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde l'a cru. Elle regarda Miss Marple avec une sorte d'admiration. Sauf vous. Vous avez compris que j'avais menti. Vous avez menti au sujet des disputes que vous aviez entendues, Just, dit Miss Marple. Vous avez menti au sujet de la peur que Vivienne avait de son mari. Vous avez essayé de construire un récit qui détruirait Roland, non pas parce que vous le détestiez, mais parce que vous aviez besoin qu'il soit coupable, pour vous protéger et pour pouvoir le consoler, dit Craddock. Même en prison. Vous lui auriez rendu visite, n'est-ce pas? L'ami fidèle qui n'a jamais cessé de croire en lui. Amanda sourit, d'un sourire terrible et radieux. Oui, je l'aurais attendu. Peu importe le temps que cela aurait pris. C'est ça, l'amour, la fidélité, la constance. Pas comme le pragmatisme froid d'Eleanor ou la méfiance envahissante de Vivienne. Le véritable amour. La pièce devint silencieuse. L'inspecteur, Craddock échangea un regard avec Miss Marple. Il n'y avait plus rien à dire. L'amour d'Amanda Pritchard avait tué 3 personnes et détruit d'innombrables vies. Et elle continuait à appeler cela de l'amour. « Mademoiselle Pritchard, » dit Craddock, « je vous arrête pour les meurtres d'Eleanor Ashford, Horace Fraser et Vivienne Ashford. » Le sourire d'Amanda ne faiblit pas. Roland comprendra, tôt ou tard, quand il aura eu le temps de faire son deuil, quand il réalisera que j'ai fait tout cela pour lui, pour nous. Alors que le policier l'emmenait, Miss Marple l'entendit murmurer, presque chanter « Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » La porte se referma. L'inspecteur Craddock expira lentement. Elle est complètement folle. Elle est folle depuis des années, dit Miss Marple. L'obsession peut être une forme de folie. L'esprit construit une réalité à partir de désirs et d'illusions. Et finalement, celle-ci devient plus réelle que la vérité. Elle s'est convaincue que Roland l'aimait, qu'elle était la victime, qu'Eleanor était l'obstacle, que Vivienne était l'intruse. Chaque meurtre était justifié dans cette réalité déformée. Sera-t-elle condamnée? Oh, oui, elle a avoué. Elle sera reconnue coupable, mais aliénée, je suppose. Elle passera sa vie dans un établissement psychiatrique, à attendre un homme qui ne l'a jamais aimée, qui a probablement pitié d'elle maintenant, s'il pense encore à elle. Ils sortirent dans l'après-midi d'automne. Le ciel était gris, menaçant de pluie. « Et Ashford ?» demanda Craddock. « Il a perdu 2 femmes. Toutes 2 sont mortes à cause de ses actions passées. La liaison qui a déclenché l'obsession d'Amanda, le mariage avec Eleanor qui a poussé Amanda à la considérer comme un obstacle. Il devra vivre avec ça, dit Miss Marple. Il n'est pas coupable de meurtre, mais il n'est pas innocent non plus. Ses choix ont déclenché ces événements, même s'il n'en a jamais voulu les conséquences. C'est un lourd fardeau. En effet, acquiesça Miss Marple, mais peut-être plus léger que celui d'être aimé par Amanda Pritchard. Le procès, qui se déroula en hiver, fut bref et concluant. Amanda Pritchard plaida coupable des 3 meurtres, mais fut déclarée non responsable pour cause d'aliénation mentale. Elle fut internée à l'hôpital de Broadmoor pour une durée indéterminée. Tout au long du procès, elle conserva le même calme inquiétant, souriant parfois lorsque le nom de Roland Ashford était mentionné. Ashford lui-même n'assista pas au procès. Il avait immédiatement vendu le vieux manoir et quitté St. Mary Mead pour s'installer en Écosse, selon la rumeur, ou peut-être à l'étranger. Il ne laissa aucune adresse de réexpédition. Le manoir resta vide tout l'hiver, son jardin à l'abandon. St. Mary Mead a lentement digéré le scandale et retrouvé son
rythme habituel. Madame Price Ridley, qui était si certaine de la culpabilité de Roland, s'est sentie obligée d'admettre qu'elle s'était trompée, mais elle a fait en sorte de donner l'impression qu'elle avait toujours soupçonné Amanda. Mademoiselle Hartnell a organisé un service commémoratif pour Vivienne à l'église, qui a attiré peu de monde, mais qui était sincère. Les cottages où Amanda avait vécu ont finalement été reloués à un jeune couple de Londres. Au printemps, de nouveaux locataires emménagèrent dans le manoir. Un professeur âgé et sa femme, des gens gentils, sans passé tragique. Ils plantèrent des roses dans le jardin, sans savoir que des roses avaient autrefois fleuri à cet endroit, tandis qu'une femme planifiait des meurtres. Miss Marple observait tout cela depuis son cottage, son jardin, son point de vue tranquille sur la vie du village. Elle pensait souvent à Vivienne Ashford, qui avait tenté de découvrir la vérité et l'avait payée de sa vie. Elle pensait à Eleanor Ashford, pragmatique et froide, assassinée parce qu'elle faisait obstacle à une illusion. Elle pensait à Horace Fraser, qui avait fait son travail avec rigueur et était mort pour sa rigueur. Et elle pensait à Amanda Pritchard, qui avait qualifié sa folie d'amour. Un après-midi d'avril, Miss Marple passa devant le manoir. Les nouveaux locataires avaient ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air printanier. Dans le jardin, les premières roses étaient en bouton, des sphères parfaites et serrées qui allaient bientôt s'épanouir en couleurs, en parfums et en une beauté éphémère. Un papillon se posa sur l'un des boutons, ouvrant et fermant ses ailes, avec la même précision mécanique que Miss Marple avait observé l'automne précédent. Elle le regarda longuement. La nature répète ses schémas, dit Madame Dane Caltrop en la rejoignant à la porte du jardin. Les saisons se succèdent, les fleurs s'épanouissent et meurent, les papillons reviennent. C'est réconfortant, à sa manière. Oui, répondit Miss Marple. Mais les schémas humains sont moins réconfortants. Ils se répètent aussi, mais avec des conséquences qui ne se renouvellent pas au printemps. Elles continuèrent à marcher ensemble. Derrière elle, le papillon s'envola de la rose et disparut dans l'air qui se réchauffait. Le soir venu, les boutons seraient légèrement plus ouverts. À l'été, ils seraient en pleine floraison. À l'automne, ils perdraient leurs pétales et ne laisseraient que des épines. Dans sa cellule à Broadmoor, Amanda Pritchard était assise près d'une fenêtre qui donnait sur une petite cour. On lui avait fourni du matériel de peinture à des fins thérapeutiques. Elle peignait, encore et encore, la même scène. Un cottage dans un village, un portail de jardin et une silhouette debout dans l'embrasure de la porte. Elle étiquetait soigneusement chaque tableau, d'une écriture soignée. Maison. En attendant, air. Les médecins disaient qu'elle faisait des progrès. Elle était calme, coopérative, voire joyeuse. Elle parlait souvent de l'avenir, de sa libération, des retrouvailles qui l'attendaient, de la vie qu'elle et Roland auraient enfin ensemble. « Il comprendra », disait-elle à sa thérapeute. « Il a juste besoin de temps. L'amour est patient, l'amour est gentil, l'amour attend. » La thérapeute nota cela dans son dossier et recommanda de poursuivre l'observation. Pronostic. Mauvais. Délire. Persistant. Risque. Élevé si elle venait à sortir. Amanda peignit tout l'après-midi, la lumière de la fenêtre illuminant son travail. Elle ajouta de petits détails. Des roses dans le jardin, un papillon sur le portail, un paillasson de bienvenue près de la porte. Elle souriait en peignant. Elle attendait. Et à Saint Mary Mead, la vie continuait. Les roses fleurissaient, pleines et parfumées. Les papillons allaient et venaient. Le village, qui avait été perturbé par la violence et la tromperie, avait retrouvé son doux équilibre. Mais pas tout à fait le même équilibre. Miss Marple, en traversant le cimetière où Vivienne Ashford était désormais enterrée aux côtés d'inconnus, remarqua les fleurs fraîches sur la tombe, laissée par Lucy Eyeless Barrow.
qui n'avait jamais rencontré Vivienne, mais se sentait obligée de se souvenir d'elle. Elle a essayé de découvrir la vérité, avait déclaré Lucy lorsque Miss Marple l'avait rencontrée là-bas. Cela mérite d'être honoré. Miss Marple était d'accord, mais elle savait aussi que la vérité, une fois découverte, ne pouvait pas effacer ce qui avait été fait. La découverte de Vivienne ne l'avait pas sauvée, elle l'avait tuée. Le soleil couchant filtrait à travers les ifs, projetant de longues ombres sur les tombes. Miss Marple resta un moment silencieuse, puis rentra chez elle en empruntant les chemins familiers. Dans son cottage, elle s'assit près de la fenêtre avec son tricot. Le cliquetis rythmique des aiguilles, l'accumulation lente de la laine pour former un motif et une forme. Dehors, l'obscurité s'installait. Le village s'endormait dans la nuit. Miss Marple pensa à Amanda Pritchard, peignant dans sa cellule, attendant un homme qui ne viendrait jamais, qui ne pouvait jamais venir, qui s'était enfui dans un autre pays pour échapper à l'horreur d'être aimé ainsi. Elle pensa au mot « amour », à la façon dont il pouvait être déformé jusqu'à devenir méconnaissable, à la façon dont l'obsession pouvait prendre le visage de l'amour, à la façon dont le désir pouvait devenir illusion et l'illusion pouvait devenir meurtre. Et elle pensait aux papillons sur les roses, s'ouvrant, se fermant, s'ouvrant, se fermant. Un rituel accompli sans signification, sans compréhension. Beau et vide. Ses aiguilles cliquetaient. Le motif prenait forme. Dehors, dans le jardin du manoir, les roses s'épanouissaient dans l'obscurité, leurs pétales s'ouvrant lentement. Au matin, certaines seraient tombées. À l'automne suivant, elles auraient complètement disparu. Mais de nouvelles roses s'épanouiraient. De nouveaux papillons viendraient. Les motifs se répéteraient. Et dans une cellule lointaine, Amanda Pritchard attendrait, peignant la même scène, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle-même ne puisse plus distinguer sa création de la réalité. Miss Marple posa son tricot et éteignit la lampe. Dans l'obscurité, elle distinguait à peine la forme des rosiers de son propre jardin, épineux, endormis pendant l'hiver, maintenant revigorés par le printemps. Ils fleuriraient, ils mourraient, ils reviendraient, mais Vivienne Ashford ne reviendrait pas. Eleanor ne reviendrait pas. Horace Fraser ne reviendrait pas. Et cela, pensa Miss Marple, était la vérité que les illusions d'Amanda Pritchard ne pourraient jamais atteindre. L'amour qui tue n'est pas du tout de l'amour. Ce n'est qu'un meurtre, déguisé en dévotion, peignant de faux futurs sur des toiles murales. Le village dormait. La nuit passa. Et au matin, St. Mary Mead se réveilla pour une nouvelle journée ordinaire. Soleil, chant des oiseaux, facteur faisant sa tournée, portant en elle le fait immuable que 3 personnes étaient mortes pour un amour imaginaire qui n'avait jamais existé. Miss Marple se leva, prépara son thé et s'occupa de son jardin. Les roses avaient besoin d'être taillées. Les épines avaient besoin d'être entretenues. Le papillon, s'il revenait, trouverait ce qu'il trouvait toujours, du nectar, un moment de repos et la progression inexorable de la floraison au déclin. Elle toucha un pétale de rose, doucement, comme Vivienne avait touché les dahlias. Un adieu ou une bénédiction. Puis elle retourna dans son cottage, ferma la porte et reprit le travail tranquille de la vie. La seule chose, en fin de compte, que chacun d'entre eux pouvait faire.